Il y a des œuvres dont on profite sur le moment et d'autres qui nous accompagnent sur la durée. Pas parce qu'elles racontent des choses spectaculaires, mais parce qu'elles mettent au contraire le doigt sur des sentiments qu'on peut éprouver sans forcément qu'on parvienne à les définir concrètement. Diffusé entre 1999 et 2000 sur NBC, Freaks and Geeks n'aura duré qu'une seule saison. 18 épisodes seulement, mais suffisants pour devenir un petit objet culte et lancer les carrières de futurs géants du cinéma américain comme Joe D'Apato, Paul Feig, James Franco, Seth Rogen ou encore Jason Segel. À première vue, c'est une série sur le lycée américain des années 80. Led Zeppelin, blouson en cuir, fête et amourette. Là où d'autres séries idéalisent l'adolescence, passent certaines imageries sous un filtre glamour, celle-ci la traite avec une tendresse crue et une lucidité désarmante. Pas de protagonistes lisses, pas de grandes victoires. Seulement des jeunes paumés, maladroits, à la recherche d'eux-mêmes dans un monde où leurs aspirations et leur avenir sont constamment dictés par l'extérieur. Le titre dit tout. Les freaks, les marginaux, et les geeks, les rejetés, se partagent les bancs d'un même lycée. Deux univers que tout oppose mais que la société met dans le même sac, celui de la différence. Et c'est justement ce regard sur la marginalité, sur la difficulté d'exister hors des cases, qui rend Freaks and Geeks si cher à mes yeux. Parce qu'elle parle d'éducation, de quête identitaire et de ce besoin d'être reconnu tel qu'on est. Salut, moi c'est le Cinéduc, un éducateur qui analyse des œuvres de fiction sous un prisme social et éducatif. Nobody thinks you're cool, you know. Trust me, I know. La série nous plonge dans l'Amérique du début des années 80, mais son propos reste universel. On y suit Lindsay Weir, ancienne élève modèle qui se met à fréquenter un groupe de marginaux, les Freaks, et son frère Sam, geek, qui cherche à s'intégrer. Deux trajectoires parallèles, deux formes de marginalisation, celle qu'on choisit et celle qu'on subit. Lindsay remet en cause les attentes de ses parents, de ses profs et du système scolaire lui-même. Elle incarne cette période de bascule où l'adolescence devient un espace de résistance. You know who else cut corners? Janis Joplin. Dad! What are you talking about? You don't make any sense. I just cut class and guess what? Everybody's still alive. Just leave me alone! En choisissant de traîner avec les Freaks, elle rejette les normes implicites de réussite et de conformité. Un geste que beaucoup d'adolescents et d'adultes reconnaîtront instinctivement. Parce que Freaks and Geeks aborde ce moment charnière où l'on commence à se construire en opposition au monde adulte. Et cette opposition, c'est souvent la première forme de marginalité. De leur côté, Sam et ses amis subissent une marginalisation beaucoup plus passive. Ils sont moqués, mis à l'écart, assignés à une catégorie, celle du geek, symbole de l'échec social avant que la pop culture ne le réhabilite des années plus tard. Ce qui frappe ici, c'est la manière dont la série aborde la différence sans jugement, sans morale surplombante. Elle montre les failles, les contradictions, et les moments où le désir d'appartenance se heurte à la peur d'être soi. Les geeks sont prisonniers de leur timidité, de leur besoin d'être aimés malgré tout. Ils rêvent d'intégration, mais redoutent la violence du regard des autres. Ils essaient de s'adapter sans se perdre, comme Sam, qui cherche désespérément à se faire accepter par Cindy Sanders, symbole de ce monde populaire complètement inaccessible. Dans une perspective éducative, Freaks and Geeks met en lumière une idée essentielle. La marginalisation n'est pas toujours le fruit d'une différence, mais souvent celui d'un système qui ne sait pas accueillir la diversité. Le regard de l'école, des parents, des pairs agit comme un filtre qui détermine ce qui est acceptable ou déviant. On retrouve ici des échos directs aux travaux de Célestin Freinet, instituteur et pédagogue français du début du XXe siècle, qui a profondément bouleversé notre manière de penser l'éducation. Freinet partait d'une idée simple, presque révolutionnaire. L'école ne doit pas formater l'enfant au moule social, mais lui permettre de construire son propre rapport au monde. Pour lui, l'apprentissage n'est pas un empilement de savoirs théoriques, mais un processus vivant, nourri par l'expérience, la coopération et l'expression personnelle. Il rejetait l'école autoritaire, verticale, où l'adulte détient le savoir et l'enfant le reçoit, passivement. À la place, il proposait une école où l'on apprend en faisant, en explorant, en tâtonnant. Une école où l'erreur n'est pas une faute, mais une étape naturelle de la découverte. Lindsay cherche exactement ça, un espace où elle peut explorer, tâtonner, se confronter au monde et à elle-même. Mais l'école lui offre des notes, des injonctions, des attentes. Autrement dit, un cadre qui nie sa singularité. Sa marginalisation devient alors un acte autopédagogique, un chemin vers l'autonomie et la réappropriation de son éducation. Dans Freaks and Geeks, l'école n'est pas un décor, il s'agit d'un véritable microcosme social. Elle incarne donc le poids du regard social. Tri, normalisation, injonction implicite, les adultes, professeurs et parents, souvent dépassés ou anxieux, projettent leurs attentes et leurs peurs sur les jeunes. Lindsay, en s'éloignant du moule, fait face à cette rigidité, mais trouve dans les Freaks un espace où grandir autrement. Un seul adulte échappe en fait à cette règle, Jeff Rosso, le conseiller d'orientation. Sous ses airs de hippie baba cool, Rosso est sans doute l'un des personnages les plus lucides de la série. Il croit sincèrement ses élèves, quitte à se heurter à l'institution ou à ses collègues plus cyniques. Ancien militant, il a connu la désillusion politique, les utopies brisées,
mais sans jamais perdre sa foi en l'autre, ni sa conviction que l'accompagnement est nécessaire. How do you expect to have real relationships with these kids if you're lying to them? I knew kids like Desario in Vietnam. Those are the kind of kids that got you killed. La série montre que la marginalisation peut être une porte vers l'émancipation. Elle ne romantise jamais la différence, mais elle montre qu'en marge de la norme, quelque chose de profondément humain peut éclore. L'amitié, la solidarité, l'esprit critique, voire une forme de liberté. Les freaks, maladroits et rebelles, et les geeks, réfugiés dans leur passion, nous apprennent que l'identité se forge souvent à la marge. Ce n'est pas un refuge passif, mais un lieu où l'on devient soi, où l'on apprend à composer avec ses différences et celles des autres. Dans cette optique, la marginalisation n'est plus un échec du système éducatif, mais le point de départ d'une autre forme d'apprentissage, plus intime, plus organique. Freaks and Geeks n'est pas qu'une chronique adolescente, elle parle de construction de soi dans un monde qui range trop vite dans des cases. Elle montre que les étiquettes ne définissent pas la valeur d'une personne et que la marge est un lieu où s'invente la liberté. Accompagner quelqu'un, c'est l'aider à obtenir une forme d'autonomie, pas suivre une tendance aliénante. Et c'est ce que nous montre Jeff Rosso à sa manière maladroite mais sincère. L'éducation est avant tout un lien humain, un espace de tâtonnement et de confiance. La série nous rappelle que chacun est un peu marginal, et que c'est précisément dans cette marche que l'on peut se trouver, se construire et devenir pleinement soi. Alors oui, Freaks and Geeks parle bien de losers, d'adultes fatigués, mais également de jeunes perdus, mais elle parle surtout d'une chose essentielle, la possibilité de croire qu'on peut être soi-même, même dans un monde qui préfère les étiquettes aux nuances. Et peut-être qu'au fond, être éducateur, enseignant ou juste adulte, c'est un peu ça, apprendre à ne pas avoir peur des nuances.